Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce congrès, à ce symposium et me permettre justement de donner une vision très addictologique justement de la problématique. Alors Philippe Jaurès vous a décliné tous les aspects qui sont évoqués par l'HAS et je vais essayer de vous donner un regard cette fois-ci addictologique sur le plan fonctionnel, sur le plan comportemental, où vous allez voir finalement que le tabac ou les autres addictions répondent exactement aux mêmes mécanismes comportementaux notamment, et l'objectif justement c'est de le rendre acteur non seulement de son soin mais de sa santé de manière plus générale. Alors, puisque finalement, vous voyez que le problème est le même, quelles que soient les addictions, on a un individu au milieu qui évolue dans un environnement, ça peut être une famille, un travail, des conditions de vie particulières, et finalement, comme tout le monde, eh bien, il y a des produits potentiellement addictifs ou des comportements, vous voyez, qui sont nombreux finalement, nous n'avons que l'embarras du choix, et on va tous développer finalement avec ces produits, ces comportements, des relations propres à chacun. On va avoir notre propre équilibre par rapport à ces produits et à ces comportements. Eh bien, ça correspond tout simplement à des stratégies d'adaptation qu'on va mettre en place, des stratégies pour gérer des choses, des émotions, des perceptions, des sensations ou augmenter ses performances. La vie n'est qu'adaptation. Et finalement, vous voyez bien que tout ça va pouvoir se modifier, bien entendu, dans la vie, en fonction de l'âge, de son parcours de vie, et à un certain moment, eh bien, certains comportements vont pouvoir dépasser la limite. C'est le trouble de l'usage qui correspond aujourd'hui à la définition justement du DSM-5. On n'est plus dans l'usage de quelque chose, on est dans le trouble de l'usage. On est effectivement dans la problématique de l'addiction, on dépasse les limites. Et exemple, voici donc le tabac. Et vous imaginez maintenant, puisque c'est une stratégie d'adaptation, eh bien, vous allez voir que c'est finalement une signature comportementale. Si finalement vous l'avez développé pour un produit, vous pouvez tout à fait ensuite l'exprimer pour d'autres produits, que ce soit avant, pendant ou après. Et on sait par exemple que le patient alcoolodépendant, eh bien, dans 80% des cas, il fume, et c'est vrai y compris pour les consommateurs de produits illicites, et lorsque vous consommez du tabac, eh bien, le risque de consommer autre chose est multiplié par 5. Alors vous voyez que tout ça peut donc être extrêmement évolutif en fonction du temps, ce qui veut dire qu'il faut systématiquement le rechercher, il faut systématiquement rechercher les co-addictions, qu'elles soient avec produits ou sans produits. Et vous voyez que Philippe Jory vous a évoqué bien entendu l'aspect neurobiologique, et c'est vrai que le récepteur nicotinique, avec notamment l'alpha-4 bêta-2, on sait effectivement donc la nicotine va moduler de nombreuses neurotransmissions. Les voici. Vous voyez, finalement, au-delà de l'aspect uniquement cholinergique, eh bien, la nicotine agit sur nos neurotransmissions, dopamine, noradrénaline, et finalement, le bupropion va agir là aussi. Il va agir aussi sur le glutamate, mais aussi la sérotonine. Et vous voyez finalement que vous allez agir sur de nombreuses dimensions et comportements, comme l'appétit, bien entendu, la stimulation intellectuelle, cognitive, mais aussi, vous voyez, donc une modulation, un certain nombre de choses sur le plan de l'anxiété ou de l'humeur. Et au-delà de la nicotine, il y a encore d'autres produits dans le tabac, notamment donc Harman, Norharman, qui sont des équivalents d'inhibiteurs des monoaminoxydases, c'est-à-dire comme des antidépresseurs. Donc vous voyez finalement qu'il y a bien au sein du tabac, lorsqu'il est fumé, eh bien, un certain nombre de produits qui vont potentiellement interférer avec le système de gestion des émotions, de l'humeur, mais aussi des processus cognitifs. Et alors, au-delà de ces aspects pharmacodynamiques, vous avez aussi des aspects pharmacocinétiques. Vous voyez, typiquement un fumeur qui était, on va dire, abstinent depuis la nuit, il avait les récepteurs complètement désaturés, et puis vous voyez qu'en 3 cigarettes, il sature à nouveau les récepteurs nicotiniques. Et bien, c'est aussi pour ça qu'il y a ce phénomène de titration matinale, d'autotitration, pour justement compenser cette absence de nicotine sur les récepteurs. Et comme la nicotine elle a une durée d'action finalement qui est limitée, il va falloir répéter plusieurs fois, et vous avez déjà un phénomène de yo-yo qui va s'installer. Et en plus de ces éléments pharmacocinétiques qui fait que ça va vous entretenir dans la consommation de quelque chose, eh bien tout ça va être associé effectivement avec des situations, des contextes, des émotions positives ou négatives, de véritables conditionnements comportementaux. Vous voyez finalement, donc il y a un indice, vous développez une routine comportementale, vous en avez un bénéfice et hop, vous recommencez la boucle qui tourne.
Alors, des routines comportementales, car effectivement le problème du tabac, il est là. C'est d'ailleurs pour ça que le tabac, aujourd'hui, c'est le produit addictogène, on va le voir, qui est le plus addictif, de loin, par rapport à tous les autres produits. Vous voyez, donc des conditionnements, et vous savez qu'un patient qui fume, il est capable de décrire sa journée, tout ce qui s'est passé en fonction des cigarettes qu'il a fumées. C'est vous dire à quel point il y a une association très forte entre la consommation et les événements, effectivement, de sa journée, voire de la nuit. Une automatisation du comportement. Alors cette automatisation, eh bien, c'est censé être un avantage naturel dans la nature, on le sait que même les animaux y l'ont, ça représente un élément, on va dire, qui optimise le fonctionnement d'un individu, qui permet effectivement d'être plus performant. Sauf que là, cette automatisation, eh bien, vous allez le voir, elle correspond à un comportement addictif, et c'est tout le problème, c'est donc un mauvais comportement, entre guillemets, en tout cas un comportement délétère. Et le problème, vous voyez pourquoi finalement le tabac il est très addictif, c'est qu'en plus on le commence très tôt, c'est donc un conditionnement comportemental très tôt, extrêmement puissant, non seulement répété plusieurs fois dans la journée, mais répété depuis longtemps, depuis l'enfance, puisque vous savez très bien que beaucoup de jeunes commencent à 13 ans, le tabac devient quotidien à 15 ans, vous voyez donc il y a une routine comportementale qui s'installe extrêmement facilement, puisque c'est un produit qu'on peut consommer quasiment partout. Eh bien, tout ça en plus sur un cerveau en cours de développement où il existe une plasticité synaptique, où on sait que le risque finalement donc, de développer des addictions à ce moment-là est encore plus fort. Notamment, il y a certaines régions du cerveau qui sont beaucoup plus vulnérables, du système limbique, du système de contrôle comportemental préfrontal. On le sait que ce dernier système mature jusqu'à 25 ans. Et donc, oui, donc l'objectif, c'est de bloquer ces comportements, mais attention, il y a un comportement classique sur lequel, vous l'avez compris à travers le schéma initial, où effectivement on peut déplacer un comportement, et aujourd'hui on sait que c'est le produit le plus addictif, et qu'on peut consommer plusieurs fois dans la journée extrêmement facilement, de l'accessibilité est grande, ce sont les aliments. Et vous comprenez pourquoi finalement, eh bien, lorsqu'on arrête de fumer, eh bien, on peut basculer très facilement sur les aliments, c'est tout simplement un transfert de dépendance qui est hyper classique, quelles que soient les addictions. Alors, ce qui veut dire que dans la caractérisation de votre patient, il va falloir effectivement évaluer tous les aspects qui sont associés à la consommation des cigarettes. Et comme l'a dit Philippe Jory, il est évident que si elles sont consommées dans certaines circonstances, eh bien, ça ne sera pas tout à fait pareil que dans d'autres circonstances ou avec certaines émotions, ce qui veut dire qu'il va falloir, bien entendu, personnaliser justement l'approche thérapeutique en fonction de ce qui a été développé. Et là aussi, quelle modalité proposer ? Eh bien, comme l'a dit Philippe Jory tout à l'heure, on ne s'est pas concerné, vous voyez que c'est complètement complémentaire. Eh bien, il est évident que là aussi, il y a bien entendu, c'est le même objet qu'on vous présente, mais avec une perspective soignant et une perspective usagée, et il est évident qu'à un moment donné, il peut y avoir une divergence de point de vue. Donc il y a le modèle médical où on veut soigner, on veut corriger, et on sait très bien que lorsqu'on veut corriger, eh bien, c'est parfois contre-productif, on augmente les résistances, alors qu'il faut plutôt être dans un modèle de rétablissement, permettre au patient de reprendre la gestion des choses, de sa vie, de sa santé. Et vous voyez, finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on veut traiter la cause, eh bien, finalement, on n'a qu'une partie seulement des sujets qui vont être en rémission. Lorsqu'on donne la possibilité au patient d'être acteur de sa prise en charge, eh bien, on va mobiliser ses ressources, on augmente les chances, finalement, d'améliorer le soin. Alors, pour montrer comment être acteur de sa prise en charge, je vais montrer l'exemple de ce petit, vous voyez, parce que finalement, lorsqu'on veut mettre en place un nouveau comportement, c'est comme un petit qui ne sait pas manger, et vous voyez qu'il a un trouble de l'usage. Alors, il a besoin de manger, parce que, comme de la même façon que lorsqu'on consomme un produit dans l'addiction, on est bien dans un système d'adaptation, excusez-moi, pour subvenir à une envie, à un besoin. Et alors, quelle possibilité on peut faire ? On peut l'empêcher de manger, mais ça ne va pas durer très longtemps, on est bien d'accord. L'autre possibilité, comme il en met de partout, il n'est pas très propre, ce petit gamin, on peut le passer à la machine à laver, pas l'enfant, le linge. Et évidemment, donc, avec différents programmes, alors bien entendu, comme il ne sait pas, donc on va lui donner un linge propre, mais comme il ne sait toujours pas manger, il va passer à la machine encore une fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quelle va être la bonne stratégie ? C'est lui apprendre à manger proprement. Et bien finalement, vous allez bien voir que mettre en place une nouvelle stratégie de comportement, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça nécessite effectivement de mobiliser les ressources, un changement au long cours pour éviter les rechutes qui doivent s'anticiper. Il faut donc permettre de comprendre, décomposer les choses. C'est ça que les aspects d'entretien motivationnel, voire de thérapie comportementale sont extrêmement importants. Et bien entendu, vous voyez, des félicitations et de la patience, car il faut absolument valoriser, bien entendu, tous les efforts qui sont faits par le patient pour continuer ce cercle vertueux.
Alors, on l'a évoqué, les stades de Prochaska et d'Iclément, et voyez qu'il existe différents stades. Je ne vais donc pas vous les décrire, bien entendu, puisqu'on voit bien qu'en fonction de la situation où se situe le patient, il est évident qu'il ne sera pas disposé de la même façon pour s'engager dans un processus de réduction ou d'arrêt. Dans tous les cas, il existe des outils, comme ça a été évoqué, l'entretien motivationnel, voire l'éducation thérapeutique, qui peuvent effectivement donc aider le patient à changer de stade. Et voyez que finalement, dans la gestion des dimensions qui sont affectées, lorsqu'on développe un comportement addictif, quel qu'il soit, vous entraînez des perturbations effectivement de différents neurocircuits qui sont impliqués dans le contrôle comportemental. Il y a addiction lorsqu'on perd le contrôle comportemental. Ça a été évoqué, la perte de liberté, c'est la perte du contrôle, effectivement, où on va être plus dans des émotions négatives lorsqu'il n'y a pas le produit. On affecte y compris les systèmes du plaisir qui sont les systèmes de la motivation. Et finalement, lorsqu'un patient qui a une addiction, il n'a pas de motivation, c'est tout simplement parce que le système motivationnel est détourné au profit du produit. Et puis, bien entendu, les habitudes, les routines qui sont extrêmement augmentées chez ces patients, et tout ça étant conditionné. Et il faut y ajouter, bien entendu, des aspects très importants, comme le fait qu'il va minimiser le risque, il dit que finalement ça ne concerne pas lui mais plutôt les autres, une difficulté à se projeter dans le futur, une faible croyance par rapport aux bénéfices et une surestimation par rapport aux difficultés d'arrêt. Alors, tout ça, il faut pouvoir l'évaluer, bien entendu, pour pouvoir définir les objectifs thérapeutiques. Évaluer le craving, aujourd'hui le craving, on sait que c'est l'élément majeur, c'est le moteur comportemental, c'est-à-dire l'envie ou le besoin de consommer. Le besoin, lorsqu'on a besoin de quelque chose, eh bien c'est comme dans une relation d'amour, c'est quelqu'un qui vous manque, vous voyez, ben c'est exactement donc le même esprit. Eh bien il faut caractériser cette force relationnelle qu'il y a entre le sujet et le produit, savoir à quel moment elle survient pour pouvoir donc agir dessus, et c'est là que les approches thérapeutiques pharmacologiques peuvent être utiles, mais pas uniquement. On peut évaluer bien entendu les autres aspects qui ont été évoqués, toutes les conséquences en termes d'humeur, d'anxiété, le rythme jour-nuit. Nos patients ont très souvent des troubles du sommeil ou des altérations effectivement des rythmes biologiques, et restabiliser ces rythmes sont des éléments extrêmement importants. Bien entendu, toutes les conséquences, les troubles co-récurrents doivent être systématiquement recherchés, notamment les comorbidités psychiatriques qui sont fréquentes. On sait que dans les populations psychiatriques, la consommation de tabac est hyper fréquente, et bien entendu, toutes les autres addictions, qu'elles soient avec produit ou sans produit. Un objectif, ce n'est pas arrêter ou réduire, c'est améliorer la qualité de vie de votre patient, lui permettre de se projeter dans quelque chose d'autre. Chaque fois qu'on a comme objectif le produit, eh bien, finalement, on ne peut pas mobiliser les ressources du patient. Il faut l'aider à se projeter dans un projet thérapeutique, dans un projet de vie qui soit différent, bien entendu, en prenant en compte les conditions de vie. Car évidemment, s'il vit dans la rue, il est évident que si les conditions de vie sont abominables, ça sera un peu compliqué, bien entendu, de lui permettre d'arrêter. Alors, au final, quelles modalités? Eh bien, je ne vais pas les décrire, mais comme l'a évoqué Philippe Jory, il est évident qu'aujourd'hui, eh bien, il faut savoir utiliser la palette, bien entendu, de l'offre thérapeutique qui va, bien entendu, de la réduction des risques des dommages à l'abstinence, et que plusieurs chemins peuvent arriver à ce même but, et qu'il va falloir s'adapter aux patients, bien entendu. C'est un objectif thérapeutique qui est partagé, qui est personnalisé, l'objectif étant de restaurer des comportements de santé. Car en effet, tout seul, parfois, il n'y arrive pas, et on sait que 90% des patients n'arrivent pas à arrêter seuls, et d'ailleurs 80% des patients regrettent de ne pas pouvoir bénéficier d'un accompagnement suffisant des soignants. Donc, utilisez la palette pour pouvoir faire tout ça, j'ai quasiment fini. Et voyez que changer les stratégies comportementales, eh bien, on n'est pas comme un ordinateur, on n'a pas le bouton reset, on n'a pas non plus une télécommande qui permet de passer d'un comportement à l'autre. Il faut donc apprendre un nouveau comportement, bien entendu, et en ayant la possibilité de pouvoir jouer sur plusieurs plans nécessaires. Et attention, vous savez très bien que lorsqu'on donne la possibilité à quelqu'un de choisir entre deux comportements, eh bien, il va toujours choisir le plus simple, celui qui, sur le plan psychique, eh bien, est beaucoup plus économique. Et il est évident qu'un comportement qui a été autonomisé, qui est réflexe, eh bien, forcément, va être le comportement choisi de manière préférentielle. Donc, au final, vous voyez qu'il y a notre patient ici donc, qui consomme son tabac.
L'objectif, eh bien, c'est au contraire, c'est le principe des vases communicants, c'est permettre aux patients de réinvestir justement donc les autres aspects. C'est bien un comportement d'équilibre, restituer un équilibre, restituer une autonomie, notamment sur les comportements de santé, et notamment, vous voyez que les rythmes de vie sont des éléments importants. Vous pouvez vous faire aider par des outils comme le journal, par exemple, d'un fumeur, mais aujourd'hui, vous avez des applications qui sont d'ailleurs gratuites, que vous pouvez télécharger sur le site de l'assurance maladie. Vous allez retrouver tous les aspects que je viens de vous décrire à travers, vous voyez, donc les différents aspects, notamment donc le type de méthode d'arrêt choisi. Vous voyez, donc je fais donc différentes routines, je teste l'astuce du jour. 2 jours sans tabac, vous voyez comment ça me rapporte. Je me fais aider par mon entourage, car on sait très bien que l'entourage, finalement, c'est majeur. On est dans du coaching, et finalement, le mois sans tabac, c'est pas le fait du hasard. Tous ensemble, on y va, on est plus fort. Et vous voyez que vous pouvez donc décliner toutes les pages de cette application qui correspondent à ce qu'on vient d'évoquer dans la présentation. Et effectivement, vous voyez qu'en novembre, on arrête ensemble. Et bien, sur l'année écoulée, 14% des personnes ayant envie d'arrêter de fumer ont chargé des conseils ou de l'aide sur Internet. Vous voyez, il est important donc d'apporter des éléments à nos patients pour les aider à changer de comportement. Je vous remercie.